la question revient, peut-on faire des villes durables dans un monde non durable? Et en particulier, peut-on demander aux villes africaines de porter ce fardeau, puisque les villes africaines n'ont pas été de ceux qui ont rendu notre monde non durable. Notre monde est devenu non durable parce qu'on a fait une fuite en avant vers l'industrialisation et des consommations de masse, vers les rejets de masse dans la nature, incontrôlés. Et aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est que le monde entier bifurque vers des comportements plus responsables vis-à-vis de la nature. Et pour ça, il y a de vraies remises en question. Bien évidemment, les villes africaines sont les moins enchâssées dans les énergies fossiles, dans l'économie basée sur les énergies fossiles. Donc, on peut effectivement se demander si elles ne sont pas bien placées pour amorcer une bifurcation vers un chemin plus durable. Et donc, c'est très important qu'elles en soient conscientes, mais c'est aussi très important qu'on ne lui fasse pas porter un fardeau qui n'est pas le sien. On sait que l'Afrique va atteindre l'asymptote de sa transition démographique vers 2100. Donc, entre-temps, l'Afrique va devenir le premier foyer humain du monde. Elle comptera près de 40% de la population mondiale à l'horizon 2100. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la démographie africaine va déterminer le sort du monde. Et je pense que les Africains n'en sont pas bien conscients. Et certains s'en vantent en disant « mais vous voyez, nous sommes très importants ». D'autres s'en alarment en disant « mais comment on va faire ?» alors que maintenant, on est déjà si mal en point, qu'est-ce qu'on va devenir si bientôt, on a la moitié de la population du monde qui vit sur ce continent? Je crois que la question qui est posée est mal posée. La question, c'est, compte tenu de ce que l'Afrique va représenter d'ici une cinquantaine d'années, le premier foyer humain du monde, quelles sont les responsabilités qui lui reviennent dans la bifurcation vers un monde plus juste et un monde plus durable? Voilà la bonne question. Donc, l'urbanisation africaine est la dernière vague d'urbanisation du monde et elle se fait à un moment où il n'y a plus d'endroits au monde à aller coloniser. Donc, cette urbanisation, elle se fait à un rythme très rapide parce que la transition démographique de l'Afrique est elle-même très rapide. Et la plupart des pays ont encore aujourd'hui une urbanisation qui entraîne le doublement de la population urbaine tous les 15 ans. C'est inédit dans l'histoire. Par exemple, il a fallu à la ville de Paris un siècle pour passer de 500 000 habitants en 1810 à 1 million d'habitants en 1910. Il a fallu à Lagos, au Nigeria, 25 ans pour passer de 500 000 habitants en 1950 à 1 million d'habitants en 1975. Vous voyez donc cette urbanisation très rapide, on ne sait pas comment la gérer parce que la plupart des techniques urbaines ont été développées dans des villes qui s'accroissaient à un rythme bien plus faible. Et donc, les villes africaines posent un vrai problème quant à la réinvention de la planification urbaine et des techniques urbaines. La mondialisation produit des effets, disons, différenciés sur pratiquement tous les territoires du monde.
vous avez des villes qui se forment pour contrôler la mondialisation, ce qu'on appelle des villes globales. Et ce sont ces villes globales qui sont le siège des grandes universités, les sièges des grands sièges sociaux, les sièges des grandes places financières et de recherche, et qui contrôlent donc les flux et l'orientation des flux de la mondialisation. L'Afrique n'est pas très bien dotée vis-à-vis de cette de villes globales. On en a quelques-unes qui émergent. Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Caire, en Afrique du Nord. Le pôle Rabat-Casablanca, qui émerge aussi. Lagos, en Afrique centrale. Le pôle Nairobi, Addis Ababa, en Afrique de l'Est. Mais la mondialisation produit paradoxalement des contradictions fortes dans l'espace urbain. Par exemple, une ville comme Johannesburg a à côté, dans son centre d'affaires Sandton, tout à côté, il y a le township d'Alessandra. Eh bien, les relations qu'il y a entre Sandton et la City de Londres sont plus intenses que les relations qu'il y a entre la City de Londres, qui est située à 8000 km de là, entre Sandton et Alessandra, qui est située à 500 mètres de là. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'organisation en archipel que la mondialisation provoque et qui tend à séparer les populations, les plus riches se regroupant d'un côté et les plus pauvres étant presque laissés pour compte. Les villes africaines font partie du monde. Donc, elles n'échappent pas au flux d'innovation qui traverse l'ensemble du monde. Je prends l'exemple de la digitalisation, l'introduction du monde digital. Mais il touche toutes les parties du monde, y compris en Afrique. Est-ce que l'on sait que l'expansion du mobile money a d'abord commencé en Afrique? Parce que ce monde digital interpelle la gestion des villes partout dans le monde. Et probablement l'Afrique est l'endroit du monde où la disruption du digital va produire le plus d'effets. Parce que le passif en matière d'équipement, parce que le manque d'infrastructures du type bancaire, le manque d'organisation du commerce, des choses comme ça, ou le fait que l'économie africaine urbaine et surtout dans l'informel donne au digital des possibilités extrêmement importantes pour reconnecter les populations, y compris celles qui étaient marginalisées, et donne une possibilité aux jeunes de participer plus à la gestion et à l'invention des outils nécessaires pour cette gestion des villes africaines. Le pilotage des villes africaines est l'affaire de tous. Il faut savoir que les villes produisent 60% du PIB du continent. En d'autres termes, si les villes fonctionnent mal, le continent va mal. Donc le fonctionnement des villes d'Afrique doit faire l'objet d'une politique nationale et d'une politique continentale. Les chefs d'État l'ont si bien compris qu'ils ont adopté en juin 2014, dans leur conférence tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, une charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Parce qu'ils voient bien que si on ne sait pas gérer nos villes, si elles ne sont pas attractives, alors on n'attirera pas les investissements sur l'Afrique. Et ces investissements sont nécessaires au développement de notre continent. Donc, quelque part, du bon fonctionnement des villes dépend de plus en plus de la compétitivité de nos économies et la compétitivité de l'Afrique. C'est donc très important de concevoir que la gestion des villes africaines, bien sûr,
est affaire des collectivités territoriales, mais elle est aussi affaire des États et de l'ensemble des partenaires. Le secteur privé doit y prendre sa part, la société civile doit y prendre sa part, l'ensemble des forces vives, les femmes, les jeunes doivent y prendre leur part. Les collectivités territoriales, les autorités territoriales ont l'avantage de la proximité, c'est le niveau de gouvernance le plus proche des populations, et donc, effectivement, elles ont une responsabilité particulière. Mais c'est l'affaire de tous.